à tous, bienvenue sur France 24 et RFI et au Parlement européen. Pour Ici l'Europe, nous avons le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui d'une députée européenne verte, connue pour son franc-parler, son engagement pour la défense des libertés publiques, ancienne magistrate de choc également. Eva Joly, bonjour. Bonjour. Elle est née en Norvège, mais c'est en France qu'elle choisit d'étudier puis de travailler en instruisant les dossiers politico-financiers complexes, très médiatisés concernant le groupe pétrolier Elf ou encore l'homme d'affaires Bernard Tapie. Cette juge devient une personnalité publique de premier plan, appréciée par les Français et redoutée par ceux qu'elle interroge. Elle entre en politique au Parlement européen où elle est élue en 2009 sur la liste Europe Écologie. Candidate malheureuse à la présidentielle 2012, elle poursuit aujourd'hui son combat pour l'environnement et les libertés dans les instances européennes. Eva Joly, nous commençons évidemment par le théâtre d'ombre grec dont on ne sait pas s'il va se terminer en tragédie. Mais une solution durable semble introuvable entre la Grèce et ses créanciers. À qui la faute? Actuellement se déroule la bataille pour le storytelling. Et je voudrais revenir un peu aux fondamentaux. Ce qui s'est passé depuis les mémorandums d'accord de 2010, c'est d'abord un transfert de dettes privées vers les dettes publiques. Aujourd'hui, le plus grand créancier de la Grèce, c'est nous, les contribuables européens. En 2010, c'était les banques françaises, les banques allemandes et les fonds souverains du monde entier. Ceux-là se sont désengagés. Première opération. Dans toute l'aide que la Grèce a reçue, moins de 10% ont bénéficié au peuple grec. Et le peuple grec a fait un effort surhumain. Ils sont aujourd'hui avec un excédent primaire dans leur budget de plus de 4% pour 2014. C'est le meilleur élève de toute l'Union européenne. L'Allemagne ne fait que 2,5% et la France 0,4%. Donc, ils ont fait un effort. Et ce que demandait Tsipras était extraordinairement raisonnable. Il demandait à préserver les retraites et les bas salaires et le pouvoir d'achat aussi des catégories les plus faibles. L'Union européenne, ce n'est pas une question économique. Dans les derniers états des lieux, le 24 juin, les partis sont très très proches. L'écart est de moins d'1 milliard d'euros dans un endettement global de 230 milliards. Alors, et donc, c'est minime comme écart. C'est à la marge. Mais il y a tout de même un sujet que les Européens ne veulent absolument pas aborder, c'est la restructuration de la dette, c'est l'effacement d'une partie de la dette. Alors, vous parliez de storytelling. Alexis Tsipras, lui aussi, il a envie d'écrire l'histoire à sa façon et il désarçonne depuis le début ses homologues européens. Parfois même son peuple, son projet de référendum a pris tout le monde de court. Alors, d'après vous, c'est un fin tacticien ou c'est un amateur? C'est ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut réellement, sincèrement, le bien de son peuple et qui est authentiquement convaincu que la politique d'austérité mène l'Union européenne globalement dans le mur. Il veut sortir la Grèce de la politique d'austérité. Et ce que les créanciers proposent à la Grèce, ce n'est rien d'autre que de continuer la politique d'austérité en l'aggravant. Et ça, l'étudiant en première année d'économie sait bien que si on prend des mesures qui sont procycliques, on aggrave la situation. Donc, c'est très facile de dire que si les créanciers gagnaient aujourd'hui, la récession s'aggraverait en Grèce. Et c'est une erreur politique, c'est une erreur géopolitique. Nous avons besoin de la Grèce dans l'Union européenne. Elle fait nos frontières extérieures. Le monde est déjà un chaos et nous n'avons pas besoin de désordre politique en Grèce. En même temps, c'est une légitimité démocratique contre une autre tout de même, puisque en Allemagne, par exemple, c'est une coalition conservateur-SPD qui est au pouvoir, qui a on le sent bien privilégier une approche plutôt dure vis-à-vis de la Grèce, avec une opinion d'ailleurs allemande très défavorable au moindre cadeau du côté de la Grèce et qui envisage même un Grexit maintenant, la fameuse sortie de la zone euro. Est-ce que Angela Merkel, à la tête de cette coalition, joue bien sa partition? Elle la joue par rapport à son opinion publique.
conservateur, mais elle ne le joue pas pour l'avenir de l'Union européenne. Et ça, là, c'est une erreur politique. Vous remarquerez que le langage utilisé est un langage moral. On rappelle que le peuple grec est un peuple paresseux qui fraude le fisc et qui ne fait rien de bien et qu'il faut payer ses dettes, il faut tenir ses promesses. Cela, c'est un langage moral. On peut être d'accord, mais ce n'est pas un langage économique. La réalité, elle est économique. C'est exactement comme une entreprise en difficulté. Quand une grande entreprise est en difficulté, on ne va pas lui dire c'est immoral de ne pas tenir ses engagements. Il y a des procédures de règlement de cette situation. Et pour la Grèce, c'est absolument clair qu'elle ne peut pas supporter l'endettement qui est le sien aujourd'hui, qui est de 170% de son PIB. Il faut le restructurer et cela est incontournable. Alors, étant donné l'impasse des négociations, la Grèce a préféré dimanche dernier instaurer le contrôle des capitaux pour endiguer les retraits massifs d'argent. Et puis, elle a mis en place aussi un contrôle bancaire. Un dispositif lourd de conséquences pour les citoyens grecs. Rappel des grandes lignes de ce dispositif avec Axel May. Des files d'attente devant les distributeurs, des retraits d'argent limités, des banques fermées. En pleine tourmente financière en 2013, les autorités chypriotes tentent d'éviter une fuite massive des liquidités avec des mesures radicales. 2 ans plus tard, c'est un autre pays méditerranéen qui a recours à ces mesures extrêmes. Car ces derniers jours, jusqu'à 400 millions d'euros sortaient quotidiennement des guichets en Grèce. Et rien que durant le week-end écoulé, 1 milliard d'euros auraient été récupérés par les épargnants. C'est 30 fois plus qu'un week-end normal. Et la donne est simple, si les banques se retrouvent à court d'argent, elles font faillite. La fermeture des établissements devait officiellement durer jusqu'au 6 juillet, au lendemain du référendum sur les propositions des créanciers internationaux. Ce bank holiday, comme disent les anglo-saxons, concerne aussi la bourse d'Athènes. La Banque centrale européenne a toutefois décidé d'envoyer un message positif. Elle maintient le niveau de ses prêts d'urgence, soit 90 milliards d'euros. Ces prêts permettent quotidiennement aux établissements grecs d'avoir des liquidités, une sorte de bouée de sauvetage. Pas question en revanche pour la BCE d'augmenter ses injections de liquidités. À Chypre, les banques étaient restées fermées près de 2 semaines et les dernières mesures de restriction n'ont été levées qu'en avril dernier, c'est-à-dire au bout de 2 ans. Alors, à Chypre, le gouvernement avait fini par accepter le plan de sauvetage drastique de peur de perdre le soutien de la Banque centrale européenne en maintenant sa perfusion au minimum pour les banques grecques. La BCE a donné un avertissement à tous les Grecs. Est-ce qu'elle n'est pas en train de sortir de son mandat, de prendre un rôle assez politique ? Elle maintient les liquidités d'urgence pour les banques grecques et c'est ça qui est important. Ce n'est pas encore un vrai contrôle de change, c'est une limitation de retrait aux distributeurs des citoyens grecs. Le plan B, c'était tabou encore il y a quelques semaines. On voit maintenant toutes les capitales européennes en train de le préparer, c'est-à-dire en vérité la sortie de la Grèce de la zone euro. Alors, à ce stade de divergence entre les partenaires, est-ce que c'est une option souhaitable pour la Grèce et les Européens? Pour moi, la place de la Grèce, elle est dans la zone euro et dans l'Europe. Et je ne peux pas admettre que nos dirigeants, les dirigeants de l'Union européenne, en raison de leur courte vue, de leur absence de vision géopolitique, font courir un risque insensé à toute la zone euro pour 800 millions ou 1 milliard. L'accord était extraordinairement proche et ça, pour moi, c'est vraiment du jeu politique. C'est qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que Syriza puisse se prévaloir d'avoir peut-être imposé une autre politique en Europe que la politique d'austérité. Alors, parce que nous ne savons pas, n'est-ce pas, ce qui va se passer si réellement la Grèce quittait la zone euro. Quelle va être la réaction des marchés? La France, par exemple, nous sommes en déficit budgétaire et nous empruntons pas simplement les déficits, mais également le remboursement des obligations des années antérieures qui viennent à maturité. Donc, ça aurait des conséquences énormes sur notre économie. Et tout cela, pour une seule raison politique, il ne faut pas que Tsipras réussisse. Alors justement, Alexis Tsipras, eh bien,
il lui arrive de douter de la bonne foi de ses interlocuteurs, des Européens, du FMI régulièrement mis en cause par les Grecs, de la BCE. Il les accuse surtout de vouloir sa mort politique et vous êtes d'accord avec ce jugement? On peut, en tout cas, lorsqu'on regarde les faits, lorsqu'on voit que le 24 juin, la proposition que faisait Tsipras, il avait cédé sur ses propres lignes rouges. Il avait cédé sur la petite allocation donnée aux retraites minimales, par exemple. Il faisait une sortie en flûte vers 2017 et l'Union européenne voulait que ça soit immédiat. C'était vraiment des différences mineures. Et ne pas se mettre d'accord à ce moment-là, pour moi, pose question. Et c'est vraiment que Angela Merkel ne veut pas dire à son opinion publique que la position de Tsipras était la bonne. Donc Angela Merkel n'est pas là. Il y a Podemos en Espagne, il y a d'autres... On peut aussi vraiment déplorer que les socialistes européennes laissent passer le train, se cachent dans l'ombre de Merkel. Et les socialistes français? Mais c'est ce que je vous dis, les socialistes européens et les socialistes français particulièrement, et que le rôle politique joué par la France est minime, n'est-ce pas? Et ça, pour moi, c'est une grande tristesse et c'est inacceptable. Alors, l'Union européenne ne peut marcher qu'avec la France qui tient toute sa place. Elle ne doit pas s'effacer et ne pas oser affronter. Quelle initiative devrait prendre l'Élysée aujourd'hui, d'après vous? Il pourrait dire, par exemple, à Jean-Claude Juncker, qui est le grand concepteur, n'est-ce pas, du paradis fiscal, qui est le Luxembourg, qui fait beaucoup de tort à la Grèce. Vous savez que dans LuxLeaks, nous avons le tax rulings d'un certain nombre de grandes entreprises grecques qui n'ont donc pas payé d'impôts en Grèce. Donc, ma suggestion à moi, à François Hollande, c'est qu'il devrait demander à Jean-Claude Juncker de prendre en charge, comme un petit acompte du préjudice causé à la Grèce, le 1,5 milliard qui manque. Alors, on va passer à un autre chapitre avec vous, Eva Joly. L'Europe semble cernée, balançant d'une crise à l'autre. Nouveau défi terroriste récemment avec un attentat sur le sol français dans la banlieue de Lyon, un autre en Tunisie, un massacre sanglant touchant aussi des touristes européens. Depuis les fameux attentats de janvier en janvier dernier à Paris, l'Europe s'est-elle dotée de moyens suffisants antiterroristes à la mesure de la nouvelle menace? Vous savez, faire un attentat terroriste ne nécessite pas nécessairement beaucoup de moyens. C'est souvent un peu coûteux. La seule chose qui marche, c'est l'intelligence humaine, c'est la surveillance humaine. Et ce que nous pouvons observer pour tous les attentats en France, c'est que les auteurs étaient connus. Ils avaient des fiches auprès de la DGSE et la surveillance n'était plus effectuée souvent par manque de moyens. Donc pour moi, mettre tous les moyens dans une surveillance de masse où on vous surveille, vous et moi, alors que nous ne commettrons jamais d'attentat. Contre la loi sur le renseignement en France, vous êtes en train de nous dire, qui élargit le champ des écoutes, par exemple. Et justement, faire croire à l'opinion publique que parce que nous mettons tout le monde sur écoute, que nous pouvons garder, on ne cherche pas l'aiguille dans la boîte de foin, on prend la boîte de foin et on le stocke, n'est-ce pas? Que cela va résoudre le problème des attaques terroristes, c'est un pur mensonge. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché aux États-Unis, ça ne marchera pas en France. La seule chose qui marche, c'est l'intelligence humaine. L'autre dossier qui met l'Europe au pied du mur, c'est cette vague migratoire en Méditerranée. Les Européens sont complètement désunis. Ils ont refusé une meilleure répartition des arrivants. C'est ce que proposait la commission Juncker. Les gouvernants semblent inhibés par leur opinion publique, une opinion de plus en plus hostile aux étrangers. Vous comprenez cette attitude? Je l'observe comme vous. On parle de 60 000 personnes, on parle de 20 000 réfugiés dans des camps en dehors de l'Europe et 40 000 personnes qui sont venues à l'intérieur de l'Europe. Donc 60 000 personnes à répartir entre 28 États, ça ne fait pas un très grand nombre par État. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est évidemment un peu de générosité, un peu d'engagement, parce que
ces flux migratoires est le résultat du chaos du monde. Et ils sont droits à notre protection. Ce sont des conventions internationales que tous les États membres ont signées. Et on voit là l'effet terrible du populisme et du fait de construire des partis politiques sur la haine de l'autre et la peur de l'autre. L'Europe était construite sur l'idée de solidarité, sur des valeurs, et nous voyons là, jour après jour, l'abandon de nos valeurs. Dans ce fameux sommet où les chefs d'État n'ont pas pu se mettre d'accord sur le quota des réfugiés, ils ont décidé d'élargir le mandat de Frontex, de donner plus de moyens à Frontex pour empêcher les migrants de venir. Et surtout, ce qui est gravissime et inadmissible, c'est que le moyen donné pour l'aide au développement, ils veulent qu'une partie de cet argent puisse être utilisée dans les pays en voie de développement pour garder leurs frontières et empêcher le départ. C'est un détournement, en fait. C'est un détournement. Et donc, je veux dire, les moyens de développement ne sont pas énormes. Et si nous les mettons pour garder les frontières plutôt que de construire des infrastructures ou le développement humain dans les pays en voie de développement, évidemment, c'est le début de la fin. Merci Eva Joly d'avoir été notre invitée cette semaine. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou bien sur France 24. À bientôt. À très bientôt à tous.